Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Instant Simple, une parenthèse d'évasion. Aujourd'hui, je suis avec Angèle qui va nous partager son voyage à la rencontre des hommes et femmes médecine en Mongolie. Je suis Lina, coach de vie certifiée et voyageuse solo passionnée. À travers ce podcast, je vous propose chaque mardi un récit de voyage, une anecdote qui a été transformatrice pour moi ou l'un des invités. Le but, c'est d'aller explorer ensemble les leçons de vie qu'on a pu tirer de ces expériences, parfois un peu folles quand même. Alors si vous cherchez un podcast qui mixe développement personnel et voyage, vous êtes au bon endroit. Si ce concept vous plaît, je vous invite à soutenir ce podcast en laissant une note, un commentaire ou en le partageant à vos proches. Sur ce, bon épisode. Hello Angèle, comment vas-tu ? Bien, et toi ? Bien, merci beaucoup. Merci d'accepter du coup de prendre part à ce podcast pour faire un épisode à toi du coup. Je suis ravie, c'est super, je suis très heureuse d'ouvrir la parole sur ce beau voyage. J'ai hâte, je t'avoue que tu nous en dises plus parce que pour vous auditeurs qui nous écoutez, du coup Angèle, tu es une femme que je ne connais pas en fait, que je connais des réseaux sociaux. Tu me suis sur Instagram depuis un petit moment et un jour en story j'ai mis qui est partant pour me partager une aventure de voyage et tu avais répondu présent et c'est de là que je t'ai contacté. Oui. Est-ce que tu pourrais, déjà, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui. Alors du coup, je m'appelle Angèle, j'ai 22 ans. Quand j'ai fait ce voyage en Mongolie, c'était pour mes 20 ans à ce moment-là. Et voilà, moi je suis originaire d'Annecy et c'était un voyage qui m'a toujours beaucoup plu. Je suis très sensible à tout ce qui se rapporte à l'art, à la musique. Je suis musicienne de métier et thérapeute et c'est aussi beaucoup cette activité de thérapeute qui m'a conduit à aller sur les pas de la Mongolie. Ok, incroyable. J'ai trop hâte. C'est vrai que quand tu m'as contactée sur Insta, tu m'as proposé 2 voyages. Tu m'as dit, alors j'ai fait un voyage au Mexique et un voyage en Mongolie. Et c'est vrai que je me suis dit, les pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Sud, j'ai déjà eu quelques intervenants sur ce sujet. Et je me suis dit, la Mongolie, c'est tellement une destination qui est peu connue encore, qui commence, je trouve, à être un peu connue, mais personne n'en parle. Donc je me suis dit, allez, let's go pour parler de la Mongolie, quoi. En fait, c'est vrai que c'est une destination qui est très connue et je pense qu'on en parle beaucoup. Et il y a aussi tout un univers et un imaginaire autour de la Mongolie, des terres sauvages, des steppes, etc. Mais à mon avis, comme c'est une zone qui n'est pas très touristique, il faut avoir une vraie intention pour aller découvrir ces terres et une vraie quête parce que c'est pas un endroit où on va faire plein d'activités, où on va pouvoir se laisser porter par nos trouvailles. Il faut vraiment pouvoir y aller avec une intention, surtout quand on part dans le désert ou dans les steppes, parce que c'est des endroits qui sont très vastes. Et si on ne sait pas où aller, on va faire. J'ai tellement hâte, là, que tu nous racontes ton histoire. Et je pense que je suis pas la seule. Du coup, si tu veux bien, on va commencer, tout simplement. Donc, déjà, est-ce que tu peux planter le contexte ? Comment ça t'est venu, cette idée ? Comment t'as réservé tes billets d'avion ? Enfin, voilà, comment ça s'est passé, la préparation du voyage ? Alors, je pense que la préparation du voyage en tant que telle s'est passée quand j'étais toute petite. Parce que, en réalité, c'était un rêve d'enfant de partir pour moi en Mongolie, sans trop savoir ce que j'allais y faire, mais c'est une culture, un pays et un univers qui m'a toujours beaucoup appelée. Quand j'étais petite, je regardais des reportages autour de la Mongolie et je pouvais ne jamais m'arrêter de les regarder. Et c'était vraiment, ça parlait à mon cœur en fait. Donc, il y a déjà eu toute cette préparation pendant des années où je rêvais d'y aller. Et un jour, l'opportunité s'est présentée et ça a donné sens à ce moment-là à ce que je vivais. Et je me suis dit, c'est le bon moment et je sais pourquoi j'y vais et je sais pourquoi ça m'a toujours interpellée. Et en fait, c'était vraiment pour moi l'occasion d'aller à la rencontre des hommes et des femmes médecines de Mongolie. Donc, tout à travers un voyage initiatique avec une guide qui s'appelle Nara et qui est la guide qui a emmené Corinne Sombrin aussi dans les steppes mongoles. Corinne Sombrin, c'est
on va dire ce qu'on appelle une néo-chamane, une chercheuse en neurosciences qui a notamment beaucoup parlé D'accord. de la transe chamanique et beaucoup fait de recherches autour de ce qui se passait dans le cerveau, comment on pouvait faire des transes induites, etc. Et c'est cette même femme qui a amené Corinne Sombra dans les steppes, qui organise ce voyage au creux de la Mongolie pour aller rencontrer, au-delà de la culture mongole, des hommes et femmes médecines, ce qu'on appelle plus communément des chamans, euh, dans leur lieu de vie directement en fait. Ok, c'est fou. Et quand tu dis que depuis toute petite, du coup, c'était un rêve, est-ce que tu saurais nous dire qu'est-ce qui t'appelait dans cette destination? Parce que c'est vrai que quand on est enfant, je sais pas, quand on est enfant, on va rêver, je sais pas, d'aller voir le village du Père Noël ou alors d'aller à New York, voir les grands buildings ou d'être à Tokyo. Et toi, qu'est-ce qui te faisait rêver dans la Mongolie? Je pense que c'était vraiment, enfin c'était dans mon cœur que ça résonnait le plus et c'est très difficile de le mettre en mots. Mais je me souviens Mm. d'un film qui s'appelle Le Chameau qui pleure, qui est un film qui est pas très connu, dans lequel en fait on voit la traite des chameaux et comment les peuples vivent en harmonie avec la nature, avec les animaux, euh, les liens qu'ils font entre eux et leur médecine aussi par rapport à ça, parce que je me souviens que dans ce film, il y a un joueur de violon mongol qui joue au chameau une musique et c'est ça D'accord. et en fait le chameau littéralement pleure dans le film et c'est magnifique parce que c'est pas un film romancé, c'est vraiment un reportage et je pense que c'est ça en tant qu'enfant qui m'a énormément touchée, c'est de voir la simplicité des relations, l'authenticité des relations qu'il pouvait y avoir entre les êtres humains d'une part, parce qu'on voit beaucoup ces communautés de nomades qui doivent vraiment compter les uns sur les autres, qui sont extrêmement soudés, extrêmement Mhm. dans le vivre ensemble, et aussi leur lien avec la nature, avec les animaux. Et ça m'avait bouleversée, et d'autant plus que je suis musicienne, je pense que cet aspect de Oui. la musique m'avait aussi beaucoup touchée. Après, il y a le côté un peu de l'exploration des immenses steppes, des étendues de nature qui se profilent sur des centaines et des centaines de kilomètres. Le côté un peu, voilà, terre inconnue et tout ce qui peut être exploré à l'intérieur de ça. La culture qui reste une culture très nomade et du coup très différente de tout ce qu'on Mm. peut connaître, surtout au jour d'aujourd'hui où la mondialisation fait que, peu importe le pays dans lequel on va, on se retrouve bien souvent avec des éléments qu'on connaît déjà. Et à la fois, c'est C'est vrai. magnifique puisque ça rapproche les cultures et d'un autre côté, ça les dénature. Et quand Mhm. je voyais ces reportages là de Mongolie, je me disais, mais c'est même pas sur cette terre que ça existait dans un autre monde. Et je pense que c'est ça qui faisait briller mes yeux d'enfant. Oh, mais c'est fou. Et du coup, comment donc là, tu me dis que donc à 20 ans, tu prends la décision de partir du coup à la rencontre des hommes et femmes de médecine en Mongolie. Comment tu t'y prends pour faire des recherches? Parce que j'imagine que voilà, pour trouver la guide, c'est parce que c'est un domaine dans lequel ça fait un moment que tu te renseignais, c'est ça ou pas? Ou Même pas je du sais pas. tout. En fait, ça a été vraiment une synchronicité. C'est-à-dire Ok, que c'était le bon moment pour moi que je parte et c'est une femme médecine pour le coup qui est en France avec laquelle j'étais en lien pour parfois j'allais faire des cérémonies avec elle ou juste je la connaissais et elle m'a parlé de ok. ce voyage parce que elle était en lien avec les personnes qui organisaient ça. Donc c'était quand même via une organisation que je suis partie, mais là-bas ça restait très libre et euh, et voilà, donc en fait après ça a été assez simple parce que je me suis laissée vraiment guider par un Nara qui connaissait extrêmement bien la région. Et c'est vrai que sans guide, Oui, c'est trop compliqué, on sait même pas qui sont ces chamans, je veux dire, on les retrouve même pas sur internet. Ils habitent bah dans oui, des endroits, si forcément. on connaît pas les steppes, on ne peut pas y aller et même enfin on a fait des jours et des jours de route pour aller rencontrer ces personnes-là, donc c'était une chance. Et j'ai pu vraiment profiter du réseau de cette femme qui, pendant des années et des années, a parcouru la Mongolie pour rencontrer ces hommes Mhm. et femmes. Et, euh, et du coup, comme tu le dis, donc là, j'imagine tu pars toute seule. Oui, Ok. Donc tu pars toute seule. Bon, après, t'es encadrée du coup avec cette guide. Et non, mais ça devait être absolument dingue. Est-ce que c'était ton premier voyage solo? alors non, le premier c'était le Mexique justement, qui était quelques mois avant, mais Ok. c'était par contre le premier, comment expliquer? C'était mon premier voyage de cœur en fait. C'était mon premier Ouais. voyage initiatique, ma première, vraiment ma première quête que je mettais en place dans un autre pays avec une intention qui me guidait depuis des années justement. Donc je le considère comme un de mes premiers grands voyages, mais c'était pas mon premier voyage solo.
Ok. Et tes proches, parce que j'imagine, bon après si t'as pas envie de répondre, c'est tout à fait ok, mais j'imagine que du coup, enfin c'est quand même un projet qui sort des sentiers battus, qui peut être assez inhabituel quand même d'un premier rapport comme ça. Est-ce que tes proches, quand tu leur as annoncé ça, est-ce qu'ils ont eu peur pour toi? Est-ce qu'ils étaient contents? Est-ce qu'ils ont compris? Ben, j'ai un entourage qui me connaît extrêmement bien. J'ai la chance d'avoir un entourage qui a totale confiance en moi, en ce que je Mm. fais et qui me soutient. Donc, par exemple, que ce soit mes parents, ils ont totalement compris et je pense qu'ils auraient été les premiers à aimer venir avec moi découvrir Ouais. cette terre, découvrir cette culture. Mes amis aussi. Enfin, non, j'ai pas eu de. J'ai plus eu des retours en mode waouh, c'est incroyable. Enfin, les Bah personnes ouais, avaient besoin de complètement. voir surtout à mon retour, que je leur raconte, etc. Mais Mm. pas forcément de, de remarques dubitatives ou, voilà, ou de peur liées à ce voyage. Et donc, avant de nous lancer dans ce voyage, pour terminer, on va dire la pause du contexte, est-ce que toi, avant de partir, tu avais des attentes ou est-ce que vraiment tu te disais j'y vais parce que je sens que c'est maintenant et que c'est le bon moment et on verra? Je pense qu'il y avait des deux, parce que ça s'est fait assez vite et de manière tellement naturelle que je me suis dit ça sera parfait. Et je me suis Ouais. lancée vraiment pleinement sans me questionner, etc. trop longtemps. Par contre, effectivement, je pense qu'il y avait des attentes parce que comme c'était un voyage que j'attendais depuis très longtemps au fond de moi, que Oui. j'avais forcément plein de projections de ce pays, aussi même de la culture et aussi des hommes et femmes médecines que j'allais rencontrer et de ce qu'on allait pouvoir partager. Je peux pas dire que j'avais pas d'attentes, mais par contre, je peux dire que dès que je suis arrivée là-bas, mes attentes ont été complètement mises à plat. Et ça a été d'ailleurs tout l'enjeu de mon voyage, d'être dans l'instant présent et de ne plus projeter des attentes et des illusions par rapport à ce que je nourrissais à l'intérieur de moi. D'accord. Et, et du coup, comment le voyage se passe? Enfin, genre, raconte-nous ton voyage du début à la fin. Déjà, tu Donc, pars combien de temps? alors, je suis partie en tout presque un mois, Ah ouais, quand même. Ok. mais dans les steppes, je suis restée 10 jours. Donc, c'est assez rapide. D'accord. Mais c'est 10 jours qui étaient hors du temps, en fait. Donc, c'est Mm. vrai qu'il n'y a plus du tout la notion à ce moment-là. J'ai l'impression d'avoir vécu une partie de ma vie, en fait, complètement dans Bah, les... je trouve qu'il y a des moments qui sont tellement, enfin, je te comprends tout à fait sur ce point de vue-là parce que, par exemple, je sais quand j'étais dans le désert au Maroc, tu vois, c'est des moments quand tu es dans des étendues, dans des paysages comme ça, et que tu vis des choses tellement intenses, tu as l'impression d'avoir passé presque une vie là-bas, alors que en fait, ça se compte en journées, quoi. Mhm, exactement. Mais donc, Donc pour te comment? parler un peu de mon voyage et de comment ça s'est passé, donc moi, j'ai Ouais. choisi de partir un peu en avance. Je suis passée par Istanbul Oh, quelques jours. magnifique! Oui, j'ai vu que tu étais allée il y a pas longtemps. Ouais, bah, c'est incroyable, Istanbul. Je sais pas si t'as eu le même ressenti. Ben, moi, je sais que j'étais déjà à ce moment-là dans mon processus de peur et d'éventuelles inquiétudes par rapport à la Mongolie. Et du coup, je l'ai vécu d'une façon assez particulière, que ce soit l'aller au retour. Et j'y ai passé très peu de temps. C'était comme des grosses escales. Ouais, Mais voilà, en tout cas, ces étapes ont été importantes pour ok. mon voyage parce qu'elles ont permis de faire le pont entre ma vie d'ici, tout mon quotidien, ce que je vivais, mes peurs, ma culture, et cette culture-là quand on arrive en Mongolie qui est tellement différente que Ouais. si j'avais pas eu ce pont-là, je pense que ça aurait été encore plus brutal. Ouais, c'était un sas de décompression, quoi. Exactement, c'était un sas. Et donc, c'était merveilleux de pouvoir prendre ce temps-là. Et puis, je voulais arriver en Mongolie quelques jours avant de rejoindre la guide. Et, euh, et puis pouvoir un peu m'imprégner de la culture et puis vivre un moment seul où je posais des intentions par rapport à mon voyage. Ce que je fais à chaque fois Mhm. que je pars en voyage pour rendre l'aventure encore plus introspective et puis pour m'ouvrir encore plus aux rencontres et à tout ce que peut nourrir le voyage en moi. Donc Ouais. j'avais prévu ces quelques jours-là et qui ont été assez intenses et où je me suis vraiment retrouvée face à moi-même, face à de la solitude, face à un peu même du néant, dans le sens du rien, parce que c'était très compliqué de communiquer en Mongolie, qui ne parle pas du tout anglais. Le mongol Mhm. est très compliqué à apprendre, j'avais essayé d'apprendre quelques mots de vocabulaire, mais ça marchait pas Ouais. forcément. Et puis, euh, et puis voilà, donc il y a eu ce temps-là. Et après, donc j'ai rejoint la guide et un petit groupe parce que du coup, j'avais pas forcément compris ta question tout à l'heure. J'étais pas toute seule à faire cette aventure.
Je suis partie moi toute seule de mon côté en connaissant pas les autres membres, Oui. mais j'ai rejoint quelques autres personnes du groupe qui voulaient aussi faire ce voyage avec cette guide. D'accord. Et si on revient juste aux quelques jours que tu as passés au début, du coup, toute seule en Mongolie, comment ça s'est passé? Genre, ça a été quoi ton premier ça, on a toujours, enfin, moi, c'est toujours ce que je dis quand j'arrive dans une ville. Genre, alors, je dis pas quand j'arrive à l'aéroport, parce que souvent l'ambiance des aéroports, c'est un peu, ça reste quand même très particulier. Mais une fois après, quand tu arrives vraiment dans l'endroit où tu vas poser tes affaires pour la première nuit, tu sais, on a toujours cette vibe un peu en nous, en mode Oui. où. Et qu'est-ce que tu as ressenti là en arrivant en Mongolie? Alors pour le coup, je suis arrivée à Ulaanbaatar, donc qui est la capitale de la Mongolie et qui est une capitale qui est un peu disgracieuse et pas très accueillante et qui n'est pas du tout représentante du reste de la Mongolie et de sa beauté et de sa nature. Ouais. Donc Ulaanbaatar m'a plus fait froid dans le dos et m'a plus du coup replié sur moi à rester vraiment en introspection presque à la maison plutôt que d'aller Ok. aller vers l'extérieur. Par contre, je me souviens très bien que quand je suis arrivée dans le mini aéroport, j'avais jamais vu un aéroport si petit. Il y a du coup quelqu'un qui est venu me chercher, qui m'a emmené jusqu'à la capitale. Et comme l'aéroport est assez excentré, on est passé vers des belles plaines où il y avait déjà des chevaux, des moutons, etc. Mhm. Et on voyait juste des grandes routes, enfin une grande route qui était plus ou moins bétonnée, avec ces étendues d'oiseaux qui volaient de partout, de chevaux, et c'est vraiment comme dans les films, c'est vraiment comme dans les images qu'on voit de la Mongolie, c'est que d'un coup on se retrouve seul face à l'immensité de la nature, face à tous ces animaux qui sont extrêmement présents et qui l'ont été d'ailleurs tout le long de mon voyage. Et là vraiment je me suis sentie commencer une aventure magnifique Ouais. et j'ai l'impression d'une certaine façon de retrouver une partie de moi. Peut-être parce que Mm. j'avais tellement envie de faire ce voyage depuis petite que la Mongolie était associée à une partie de mon identité et que quand je me suis retrouvée là, waouh, mon cœur il s'est vraiment ouvert. Ah, c'est dingue. Ouais, t'avais limite l'impression d'être à la maison, quoi. Exactement, exactement. Et donc, une fois que t'as passé ces quelques jours seule, donc après, tu rencontres le groupe et la guide, et comment ça se passe? Donc là, ce qui se passe, c'est extrêmement drôle, c'est qu'en fait, il y a tout de suite des connexions dans le groupe qui se mettent en place et il faut savoir qu'on va vivre quand même un voyage qui reste un peu de l'ordre du sacré dans le sens où on va rencontrer des hommes et femmes médecine, mais du coup, on va Mhm. faire des cérémonies, on va faire beaucoup de travail sur nous, beaucoup de travail d'introspection. Et à ce moment-là, le groupe, forcément, il est révélateur de ce que tu vas vivre et de l'aventure. Ouais. Et Et donc, tout de suite, non, j'allais dire, ce qui est fou généralement dans les groupes comme ça, que ce soit quand tu arrives à une formation ou quand tu fais un cercle chamanique ou même peu importe le groupe dans lequel tu te retrouves, tu te rends compte que, genre, il n'y a pas de hasard, tu vois. Enfin, genre, tu vois, tout le monde est là parce que chacun a quelque chose à apporter à d'autres. Et je trouve qu'il n'y a jamais de hasard quand il y a des groupes qui se forment. exactement. Exactement. Et ça, on l'a vraiment vu d'autant plus qu'on faisait un travail sur nous euh, pendant ces 10 jours-là dans les steppes. Mhm. Et donc tout de suite, on a vu les connexions qui se sont mises en place. Moi, j'ai rencontré des personnes qui aujourd'hui sont très chères à mon cœur et qui sont encore dans ma vie. Mhm. Enfin voilà, c'était le début d'une grande aventure. Donc on s'est tous retrouvés. Il y a eu du coup des affinités et à d'autres égards non. D'accord. Et on a commencé l'aventure et je me souviens qu'on a pris un train qui a duré super longtemps dans lequel on dormait. Et c'est vraiment magique. Et j'avais l'impression de me retrouver. Enfin, j'ai jamais vécu 100 ans en arrière, mais j'avais l'impression de vraiment être dans une autre époque carrément, parce que c'était vraiment, tout était un peu dans cette ambiance old school, quoi, vraiment d'un autre temps. Et c'était super. Et là, vraiment, on passait les steppes, on passait les steppes, on passait les steppes, et on arrivait à Murun, qui est une petite ville qui est la plus proche, on va dire, des steppes mongoles. Et d'ici, on a Mhm. fait plusieurs jours de 4x4. Donc on est vraiment dans un Oh, 4x4 waouh. avec un chauffeur mongol qui connaissent les steppes comme leur poche. Mais on se demande toujours comment ils font parce que il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de route. On empruntait vraiment des terrains vagues en permanence. Mais c'est Des fou escaliers. ça. C'est-à-dire que le gars. Et vous étiez combien? Vous étiez 12, tu m'as dit? Non, en tout, on était 8. Et Ah, donc, 8. par Ok. 4x4, on était 4. Parce qu'il y avait deux, c'était comme deux groupes. Ouais, bah ouais. Et Ah, mais c'est fou parce que du coup, les gars, ouais, en fait, ça, bah, c'est comme les gens qui savent s'orienter dans le désert. Enfin, au final,
Oui, t'as l'impression le décor il bouge tout le temps et d'une autre part t'as l'impression que c'est toujours le même partout, mais ils arrivent à s'orienter. C'est et fou. c'est incroyable qu'ils arrivent à nous, parce que on a passé quand même plusieurs jours dans ces quatre cadres-là, et de voir que ils savaient exactement où aller, alors que nous, on avait l'impression de rien comprendre. Et puis ça bougeait, ça secouait en permanence. Mais eux, ils y vont, et ils ont cette présence-là qui fait que y a pas de questions à se poser, en fait. Et c'est ça qui est merveilleux, et ça a été un de mes plus grands enseignements d'ailleurs en Mongolie, c'est l'instant présent. Ouais. Donc voilà, on a fait ce voyage-là qu'on fait aussi au retour. Et donc là, on arrive dans un camp qui sera le camp de base des 7 jours qui nous restaient donc. D'accord. Et de là, on rayonnait un peu partout. On était avec une chamane qui était là tous les jours avec nous sur ce camp. Et, et les autres, à plein de moments, on refaisait des petits trajets pour aller rencontrer des autres chamanes, enfin quelques autres chamanes pas loin. Enfin, pas loin. Des fois, il y avait 1 heure ou 2 heures de route. Voilà. Ok. Et est-ce que tu peux, parce que pour moi c'est assez clair, et quoique je dis ça, mais pas non plus à fond, quand tu dis chaman et hommes et femmes médecine, est-ce que tu peux essayer de donner, on va dire, une définition pour ceux qui nous écoutent, parce que là c'est vrai qu'on parle, enfin on rentre vachement dans le spirituel et ça Oui, peut être un oui, oui. domaine qui est inconnu de certains des auditeurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tout ça? Bien sûr, surtout que la définition du chaman, par exemple en France et en Mongolie, c'est pas du tout la même. Et d'ailleurs, ça c'était très intéressant, c'est aussi ce que j'allais chercher en Mongolie. Et en fait, là-bas, un chaman ou une chamane, déjà, c'est quelqu'un qui est choisi par sa tribu, par son peuple. Mhm. Et pour eux, c'est pas super fun d'être un chaman ou une chamane. Nous, on serait plutôt contents dans notre culture occidentale qu'on nous dise, ah, mais toi, t'es comme une chamane, tu communiques avec les esprits. Eux, en fait, ils sont vraiment désignés pour être un référent dans dans leur peuple, dans leur monde, dans leur tribu, Mhm. pour faire le pont entre les hommes, les êtres humains et le monde des esprits. Le monde des esprits qui peuvent être leurs ancêtres ou même les esprits de la nature. En tout cas, c'est D'accord. vraiment des gens qui sont très sensibles à ce qui les entoure, que ce soit aux rivières, aux animaux, aux lacs, aux forêts. Donc, peu importe qu'on croit à ces esprits-là ou pas, dans tous les cas, ils vivent en harmonie. Et pour eux, tout ce qui est vivant et même tout ce qui nous entoure a un esprit, un spiritus, donc a une raison d'être qu'il faut honorer. Et c'est ça qui est très beau. Et donc, un chaman, c'est D'accord. vraiment la personne qu'on va consulter quand on est malade, quand on a vraiment des grosses problématiques qu'on n'arrive pas à résoudre dans nos vies, quand éventuellement il doit y avoir une communication qui est faite avec quelqu'un qui est mort ou quoi que ce soit. Mais globalement, c'est des D'accord. guérisseurs. C'est pour ça qu'on les appelle hommes et femmes médecine. C'est comme nos médecins à nous, sauf que eux, ils passent vraiment par la voie du, ben, si t'es malade, c'est que dans ton corps et dans ton esprit, il y a quelque chose qui n'est pas en phase, qui n'est pas en harmonie. Et donc, on va Mhm. essayer de trouver ça. D'accord. Ça par la voie Et médicale. quand tu dis que c'est des personnes qui sont choisies par leur tribu, comment ça se passe en Mongolie? Est-ce que il y a, enfin, est-ce que c'est des villes? Est-ce que c'est des villages? Est-ce que les peuples ils se considèrent comme des tribus entre eux? Ou, enfin, C'est comment assez ça se... compliqué et je pense que j'aurais pas assez de connaissances pour répondre bien à cette question. Mais Ok. il y a encore vraiment, du coup maintenant c'est très ambivalent en Mongolie parce que la capitale elle s'est beaucoup modernisée et donc les chamans ont un Ouais. peu perdu du sens dans leur culture. Par contre dans Mhm. les steppes, vraiment c'est encore très ancré, on sait où habitent les chamans, on sait qu'on les consulté, on sait qui ils sont et ils sont désignés. Alors souvent j'ai l'impression que c'est plutôt de génération en génération. Souvent, ça en Ouais. sont une, donc c'est par exemple le grand-père qui va donner ça à son petit-fils. Mais c'est des vies, en fait, c'est des vies et tous les chamans que j'ai rencontrés, eux, vraiment, leur croyance par rapport à ça, c'est que c'est des vies de souffrance. Et c'est parce qu'ils ont souffert et parce que Ah ils en oui. sont arrivés à un tel point de, comment dire, en fait, un chaman là-bas, il rentre en transe grâce au tambour seulement, grâce au tambour ou à la guimbarde. Il n'y a pas de substance, il n'y a pas de plantes, etc. Et quand il D'accord. rentre en transe, l'idée c'est qu'il se connecte à un esprit avec lequel il travaille. Et l'esprit avec lequel il travaille, il peut pas l'appeler comme ça. C'est soit il l'a, soit il l'a pas. Et c'est ça qui fait de lui un chaman. C'est sa connexion avec un autre esprit qui va l'aider. Mhm. Un esprit qui est dans les mondes plus subtils et qui aura été attaché à lui dès la naissance et qui va pouvoir l'aider pour être ce pont-là entre les esprits et les hommes. Et donc il faut savoir que là-bas, ils n'ont pas forcément envie d'être un chaman parce que c'est une vie de dévotion, c'est une vie de dévouement vraiment.
Parce que quand Ouais. ils se mettent en transe, leur esprit sort de leur corps et un esprit, l'esprit avec lequel ils travaillent, rentre dans leur corps. Et donc il faut savoir que moi, les chamans que j'ai vus là-bas rentrer en transe, quand l'esprit sortait, on le voyait. Vraiment, c'était incroyable. Et quand l'esprit entrait aussi. Et il faut savoir que du coup, ces personnes-là qui prêtent leur corps et qui deviennent les chamans le temps d'une cérémonie, ne se souviennent pas du tout de ce qui s'est passé quand ils réintègrent leur corps. Et c'est pour ça que je dis que Ah c'est pas ouais, une partie de ok. plaisir pour eux. Parce qu'ils se mettent vraiment au service et leur corps devient vraiment au service des esprits et du monde des esprits. Après, Oui, voilà. et surtout, c'est quelque chose où ils ont pas le choix, en fait. Et ils n'ont pas Enfin, du tout le choix. C'est ça. Et s'ils refusent leur mission, dans leur culture, pareil, c'est toujours selon leurs croyances. Là, je raconte par rapport à la Mongolie, hein, et tout ce qui oui, m'a oui, bien passé sûr. là-bas, les questions que j'ai posées. Mais dans leurs croyances, si on refuse d'être un chaman alors qu'on a ce pouvoir-là, enfin ce pouvoir, ce don, on va dire, ou ce qui nous a été donné, Mhm. eh ben, on va passer par des épreuves encore plus dures. Et notamment, la chamane Bahira que j'ai suivie, moi, qui nous a suivis sur le camp, fait partie de Mhm. ces personnes-là. On lui a dit très tôt qu'elle était chamane, qu'elle avait un esprit qui l'accompagnait. Et elle n'a pas voulu l'écouter. Et elle nous a raconté sa vie. Et franchement, c'est très très dur. Elle a perdu tous les Ouais. gens qui comptaient autour d'eux. Elle a perdu la vue. Enfin, elle a eu vraiment des accidents terribles dans sa vie. Et tout s'est enchaîné jusqu'à ce qu'elle choisissent d'honorer ça, de faire le lien avec son esprit, de rentrer en Mhm. apprentissage de ce métier, parce que pour eux, c'est un métier. Oui, c'est ça, pour eux, c'est un métier. C'est tout un art, on ne devient pas chaman comme ça, il y a vraiment plein de traditions à respecter, etc. Et quand Mhm. elle a enfin choisi d'ouvrir cette voie, les malheurs se sont arrêtés autour d'elle. Et en tout cas, dans son histoire, c'est assez flagrant de voir que quand elle a accepté qu'elle était à sa juste place par rapport à ce qu'on lui avait dit, eh ben, le reste coulait de source, alors que tant qu'elle résistait, elle perdait tout autour d'elle. Donc c'est des vraies vies de dépouillement, parce que Et c'est justement, si on sort pas de l'ego et de qui je suis, ils peuvent pas accéder à un autre esprit qui rentre dans leur corps s'ils restent en identification permanente de qui ils sont. oui. Et et toi, du coup, quand tu vas quand tu choisis d'aller dans ce voyage, euh, est-ce que enfin, tu m'as dit tout à l'heure que du coup, tu étais en contact déjà avec une chamane vers chez toi qui Oui, t'a recommandé cette guide, c'est ça? oui, qui m'en a parlé, connaissant Mhm. ma curiosité par rapport à ça. Et donc, tu y es vraiment allée en mode, voilà, en mode curieuse pour découvrir, mais pas pour, enfin, en fait, c'était quoi les intentions? Parce que c'est vrai que enfin, c'est pas que j'ai du mal, mais par exemple, quand vous faisiez des cérémonies, Mhm. euh, c'était pour guérir des choses que vous aviez, vous, dans le groupe, en vous. Par exemple, en fait, ce qui est assez beau, c'est que quand on entame ce travail, quand on fait des cérémonies, il se passe ce qui doit se passer. On peut venir avec une intention ou avec Mhm. une question, parce que comme à ce moment-là, on parle avec normalement un esprit qui n'est pas incarné, et c'est comme s'il avait plus de recul sur la vie que nous, parce qu'il voit les choses Ouais. d'un autre angle. Et donc, quand on pose des questions, il est plus à même d'offrir des réponses et de la clarté sur ce qu'on vit là où on voit pas, nous, les blocages. Et donc, ils peuvent être d'ordre Mhm. émotionnel, psychologique, physique. Donc, ça peut être des simples questions qu'on a sur notre vie. Où est-ce que j'en suis? Qui je suis? Enfin, voilà, ça peut être ces questions-là. Et je pense que moi, à 20 ans, c'est ce qui m'animait beaucoup. Qui je suis? Mhm. Et j'avais besoin de ces réponses-là. J'avais besoin de rentrer dans cette quête à travers le chamanisme. Et après, voilà, il se passe aussi ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on se met devant le ou la chamane. On peut poser une question. C'est assez ritualisé. Et puis après, Mhm. le ou la chamane peut aussi nous dire des choses qu'il ou elle sent, ou nous faire un soin, enfin voilà. En fait, vraiment, il arrive ce qui doit arriver. Donc on peut venir avec une intention, mais c'est comme un peu quand on va chez un thérapeute, ou même un Oui. médecin, si on pousse Mhm. l'analogie, on a un problème, mais il va peut-être en trouver un autre derrière. Nous, on vient avec ce qu'on a comme bagage, comme clé de compréhension, mais si on va voir quelqu'un pour nous aider, c'est qu'on n'a pas la compréhension totale et globale de ce qui nous arrive. Et donc l'autre va être là pour nous donner des clés. Et c'est exactement pareil Complètement. avec les chamans. Et est-ce que ça fait pas trop peur? Enfin, je sais que, par exemple, moi, ma tata coupe le feu Mhm. depuis. Enfin, je dis ça comme si c'était normal et admis que tout le monde sache que ça veut dire couper le feu. Mais je sais pas si toi ça te Oui, parle. oui, bien sûr. Et c'est vrai que j'ai un de mes cousins aussi qui a développé à fond son troisième œil et ses dons, on va dire, médiumniques. Et des fois, ces gens-là, c'est un peu comme si
c'est pas limite que j'ai pas peur de leur parler parce qu'ils font partie de ma famille, mais des fois je me dis mais ils lisent en moi comme dans un livre ouvert en fait, Oui, et presque ça me fait peur d'avoir pas leur avis, mais des fois d'avoir leurs réponses, parce que je sais qui me connaissent, ou que les esprits avec lesquels ils travaillent, qu'ils me connaissent mieux que moi je me connais, et que du coup des fois je sais pas si je suis prête à avoir ces réponses. Donc j'imagine que quand tu as voulu aller dans ce voyage, c'est quand même une force incroyable de se dire je suis consciente que je vais avoir des réponses qui peuvent peut-être me déranger, quoi. exactement. Et tu soulèves un point que je trouve très intéressant et important dans tout le travail sur soi et le travail thérapeutique de manière générale. Et en fait, on le vit à chaque rencontre de notre vie parce que l'autre nous renverra toujours des choses que nous on voit pas. Mhm. Et c'est vrai que ça a été très impressionnant pour moi de me retrouver face à des personnes qui ressentaient énergétiquement ce que je vivais sans que j'ai besoin de rien dire, qui puissent communiquer avec des parties de moi dont je n'avais même pas conscience. Mais derrière le cadeau qu'ils nous font, même si parfois c'est dur et Bah même oui. si ce qu'ils nous renvoient Mhm. forcément, c'est nos propres peurs, c'est nos propres limites, c'est nos propres zones d'ombre, mais c'est un cadeau immense qu'on se fait à soi-même en ouvrant cette porte à se voir différemment. Et encore une fois, tout n'est pas à prendre pour argent comptant, même si moi j'avais une réelle foi dans ce qu'ils disaient, dans ce qu'ils étaient, puisque je les sentais sincères, je les sentais vraiment pleins d'humilité et Ouais. vraiment présents à ce qu'ils font. Malgré tout, il y a des choses que j'ai plus ressenti à l'intérieur de moi comme faisant des échos, comme étant justes, et c'est ça que j'ai travaillé ensuite. Et, D'accord. et ouvrir cette porte-là, c'est effectivement donner du crédit à quelqu'un d'autre pour nous dire quelque chose de nous, mais il faut faire aussi très attention, à mon sens, de pas oublier que c'est seulement nous qui avons la réponse et que l'autre n'est qu'une clé. C'est très beau ce que tu dis. Et du coup, comment se passe ce voyage? Donc, c'est 7 jours sur le camp. Donc on alterne, on passe par exemple voir quelques familles qui sont des familles nomades qui vivent dans leur yourte, enfin voilà, qui vivent de leurs terres, de leurs animaux, etc. Donc là c'est assez impressionnant parce que c'est des gens qui sont extrêmement taiseux, donc ils parlent très peu, et malgré le fait qu'on ait une Mhm. interprète, donc on puisse poser des questions, et ils nous accueillent vraiment les bras ouverts dans leur demeure, même si on est plusieurs. Ils sont même prêts à nous donner tous à manger, alors qu'ils vivent vraiment de manière pareil, très humble, ils ont pas beaucoup, hein, ils vivent pas du tout dans l'abondance en termes de nourriture et Mhm. tout ça. Et pourtant, ils sont prêts à nous offrir ce qu'ils ont, et ça impliquera qu'ils mangeront pas les prochains jours, hein, c'est une réalité. Donc ça, c'est magnifique de voir que la culture des peuples nomades, elle ne peut que subsister que s'il y a de l'entraide. Et du coup, ils ont vraiment gardé cette notion Ouais. d'entraide, cette notion de don et cette notion d'ouverture. Donc nous, alors qu'on ne les connaît pas, qu'on vient d'une autre culture, qu'on a tout ce qu'il nous faut, et ben ils sont prêts à tout nous donner. Et ça, c'est magnifique. Par contre, les échanges, c'est plus délicat parce que c'est des personnes qui n'ont jamais visité une autre ville ou un autre village que eux ils sont depuis tout petit, hein. Donc c'est Ah bah oui. l'ouverture sur le monde, elle est complètement différente de nous et de nos paradigmes. Donc nous, on arrive avec toutes nos questions, on a envie de savoir tout sur leur vie. Eux, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout cette curiosité par rapport à qui on est, ce qu'on vient chercher, parce que ça leur vient pas à l'idée en fait. C'est pas du tout dans leur culture et dans leurs habitudes. Mm. Eux, c'est pour ça qu'ils sont beaucoup dans l'être et dans le faire, plus que par exemple dans l'avoir ou dans le comprendre. Donc c'est vraiment un gros choc des cultures. Donc on fait ça, on va voir ces familles pour passer du temps avec eux, découvrir qui ils sont, comment ils vivent, etc. Et partager juste un instant. Il y a ça, il y a les cérémonies qu'on fait tous les jours avec la D'accord. chamane du camp. Différentes cérémonies, parfois c'est des soins individuels, parfois c'est des soins collectifs. Et il y a toutes les Mhm. rencontres qu'on fait à côté avec d'autres chamans ou d'autres hommes et femmes médecine. Et pareil, là on les voit souvent en partie en groupe pour un temps de cérémonie. Et puis une partie on peut leur poser des questions et une partie on est souvent individuel face à eux. Ça peut durer 5 minutes, 10 minutes, c'est même souvent assez rapide, sauf quand ils font un gros soin. Et voilà, et puis à côté de ça, on se balade dans la nature, on va voir les terres sauvages, et on va à la rencontre des animaux. C'est ça aussi, j'aurais 1000 choses à dire dessus parce que c'est incroyable. C'est fou. Et c'est vrai que tu soulèves un point assez
moi, je sais que j'ai encore jamais eu la chance de rencontrer des peuples vraiment. Enfin voilà, je suis jamais partie dans des pays, je sais pas, d'Afrique centrale ou encore en Mongolie ou quoi. Et j'ai encore jamais rencontré de peuples qui avaient vraiment une culture 100% différente de la mienne. Enfin, par exemple, je suis allée au Japon. Certes, il y a beaucoup de choses culturelles qui sont pas les mêmes, mais ça reste quand même un pays mondialisé, on va dire. Et, euh, et là, c'est vrai que quand tu me dis justement, quand tu as rencontré ces peuples nomades, ben, au final, oui, je peux les comprendre aussi parce que c'est vrai que nous, on arrive, on a plein de questions, mais eux, au final, ils en ont pas puisqu'ils ne connaissent pas notre quotidien. Donc c'est vrai que, enfin, je sais pas, je pense qu'ils arrivent, enfin, c'est pas qu'ils arrivent pas, mais c'est juste qu'ils cherchent pas à se dire, bah, comment eux ils vivent parce que c'est tellement loin de eux que c'est difficile d'imaginer, je pense. Bah oui, en fait, ils ont même pas ce genre de questions parce que ça nourrit pas Bah leur ouais. quête. Il faut savoir que nous, à ce moment-là, quand on leur pose des questions, on a une quête de, voilà, de compréhension. Enfin, on arrive totalement avec une autre intention. Eux, leur quête, c'est de manger, de, d'être en lien avec la nature, que de survivre, tout simplement aussi. Donc, c'est vrai que de poser des questions sur notre culture, ça ne sert pas la leur, en fait. Ils ont même pas conscience que ça pourrait, d'ailleurs. Je comprends. Et est-ce que tu as envie de nous partager une rencontre en particulier qui t'a marqué? Je pourrais aller sur plein d'axes différents. Pardon. Je Ou pourrais, plusieurs, hein, comme tu veux. oui, ben, une des rencontres qui m'a le plus bouleversée, c'est avec un chaman ou on pourrait presque l'appeler un moine parce que il était un peu différent des autres chamans. Il faisait pas toute la transe avec le tambour, tous les costumes, les habits, parce que c'est très très ritualisé. Lui vraiment, D'accord. il était juste présent face à toi et il te regardait même pas forcément dans les yeux, mais il était vraiment là. Et là, vraiment, quand Mm. tu étais face à lui, mais déjà c'était un soin. C'était incroyable. Et cette rencontre, elle Waouh. était d'une pureté et d'une profondeur qui m'a bouleversée. Et ce qu'il a dit m'a bouleversée et je lui posais des questions au début un peu sur moi, sur ma vie, sur ce que j'étais venue chercher. Et en fait, il y a très bien répondu, mais au-delà de ça, il m'a fait vraiment comprendre que toutes les clés, je les avais en moi et que plus je développais cette capacité à m'écouter, plus j'aurais les réponses justes. Parce que lui, il Mhm. était forcément extérieur. Mais il avait une approche de l'énergie et de l'être humain qui m'a profondément touchée. Et d'ailleurs, j'ai une photo avec lui, je pourrais te la transmettre, juste voir son visage, parce que déjà son visage, il inspire. Bah Il est avec tellement plaisir. beau, il est tellement beau, c'est. Donc cette rencontre-là m'a bouleversée, surtout qu'il était un peu du coup différent des autres chamans que j'ai pu rencontrer. Et en fait, la Mhm. simplicité, c'est vraiment ce que j'ai le plus aimé là-bas. Et donc ça s'est beaucoup trouvé avec cet homme qui n'avait pas besoin de faire tout un folklore pour guérir, mais qui avait simplement à offrir de la présence. Et peut-être Ouais, que la présence à l'autre, c'est la plus belle chose qu'on puisse lui offrir. c'est beau. Bah, c'est vrai que je dis souvent au final que le temps, c'est le plus beau cadeau qu'on peut faire. Mhm. C'est notre C'est plus que grande ressource. c'est ça, le temps, c'est la seule chose qu'on a en quantité, on va dire, limitée au Oui, final. Et le fait d'offrir son temps, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire avec quelqu'un, de décider de passer du temps avec lui mais quand je dis passer du temps avec lui, c'est genre être vraiment présent avec la personne. Et c'est vrai que c'est un cadeau incroyable parce que tu sais que ce temps, tu l'offres, tu ne pourras jamais le reprendre. exactement. Et ouais, c'est lui offrir la plus belle ressource. Et puis la présence, c'est pas que du temps, je trouve. C'est une réelle Mhm. intention d'être avec l'autre et de se Ouais, mettre à son service. Et se mettre à son service, c'est encore plus que d'être juste là avec lui et de lui donner son temps. Parce que parfois, on donne son temps à quelqu'un, mais ses pensées sont ailleurs, son intention est ailleurs, ou alors on projette ouais, tellement sur la personne ce qu'on a envie d'entendre qu'on n'est plus vraiment c'est vrai. réellement présent à lui. Et ça, je trouve que c'est ce qui m'a fait enfin, c'était le plus beau cadeau qui m'a été fait là-bas. Après, en termes de rencontres, il y a aussi quelqu'un, du coup, que j'ai rencontré là-bas, un ami, qui faisait Mhm. partie du groupe. Et l'aventure sans lui, enfin même plusieurs de mes amis en réalité, on était vraiment un groupe de 4 et cette rencontre-là a
ces rencontres-là ont forgé complètement mon voyage. Et d'ailleurs, c'est une des plus belles choses aussi qu'on fait dans les voyages, c'est se rencontrer soi et se rencontrer soi aussi à travers la rencontre avec l'autre. Et ces rencontres-là m'ont vraiment beaucoup plu. On a tellement ri, on a tellement partagé ce qu'on ressentait, on s'est offert des vrais moments d'écoute, de partage, et ça, c'était formidable. Incroyable. C'est fou parce que ça fait déjà un petit moment que tu me parles de cette histoire. Et en vrai, j'ai l'impression que, enfin, dans les faits, tu vois, ça a duré, en tout cas, quand tu étais sur ce camp, ça a duré 10 jours, enfin, une semaine, 10 jours. Mais j'ai l'impression que quand t'en parles, c'est vraiment, il y a une faille temporelle qui s'est ouverte. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une faille temporelle qui s'est ouverte et que t'as vécu une vie là-bas, quoi. Ouais, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Et d'ailleurs, j'allais te dire aussi, une des rencontres que j'ai fait, c'est me rencontrer moi. Et ce voyage m'aura appris que parfois on part bien loin et on a besoin d'un autre espace-temps pour se rencontrer, mais que tout est déjà à l'intérieur de nous. Et ça, je le cultive beaucoup en ce moment parce que j'ai plus l'occasion de faire des voyages en ce moment parce que j'ai envie de construire des choses et que je dois rester dans un endroit fixe un petit moment. Ouais. Et du coup, je cultive ce voyage à l'intérieur de moi. Et ces voyages, le voyage est formidable parce qu'il nous offre vraiment cet espace on se réouvre à toutes les possibilités d'être. Parce que quand on est dans nos quotidiens, qu'on le veuille ou non, on met en place des habitudes et on a une façon de se voir qui reste un peu figée. Et quand on prend cet espace de liberté, d'évoluer dans un autre espace, donc dans un autre pays, avec un temps qui n'est plus du tout le même, parce que souvent on n'a pas ces emplois du temps ultra chargés du quotidien, et on se dit, là je peux faire ce que je veux, et je suis avec des personnes que je ne connais pas, et je peux rencontrer toutes les personnes, en fait toutes les opportunités se réouvrent. Et c'est vraiment la magie du voyage, je trouve. Et ce voyage-là m'a offert cette belle leçon de me permettre de m'expérimenter à travers une autre culture, à travers ces rencontres, tout en voyant que la plus belle rencontre que je pouvais faire, c'était vraiment de voir toutes les richesses qu'il y avait en moi et qui trouvaient des échos dans ce que je voyais autour de moi. C'est beau parce que, bon, au final, tu as répondu à la question que j'allais te poser sur quelle leçon tu tires de ce voyage, mais en fait, c'est tout ce que tu viens de dire. Ouais. Et comment s'est terminé ton voyage? C'est-à-dire, comment ça s'est passé? Voilà, les au revoir au groupe, le retour en métropole. Est-ce que tu n'as pas eu ce choc? Ah, si. Si. Mais en même temps, je m'y attendais, je m'y étais préparée. Et puis, comme mes amis que j'ai rencontrés là-bas, ils venaient de France, j'ai pu les revoir et donc recréer des espaces d'échange avec eux, et ça a été très riche pour moi. Oui. Mais oui, le choc a été assez fort quand on a quitté les steppes d'une part et qu'on est retourné dans la ville de Mongolie. Puis après, quand j'ai dû reprendre l'avion toute seule et rentrer en France. Mais en fait, tout ce qui s'est passé m'habite encore. Et je le sens parce que j'y avais pas repensé depuis un petit moment. Mais je cultive tous les enseignements que j'ai eu là-bas. Et ça fait vraiment partie de moi. Et d'ailleurs, je trouve qu'un des beaux cadeaux que j'ai ramené de Mongolie et qui du coup fait partie de mon quotidien, c'est que j'étais tellement imprégnée là-bas de ce qui m'animait, de mes forces, de ce que j'avais envie de transmettre au monde, que quand je suis rentrée, la nuit en fait de mon arrivée en France, j'ai fait un rêve où je me voyais accompagner une maman en train de donner naissance avec ma harpe. Et en fait, ça m'a tellement plu ce rêve que je me suis dit mais je vais le faire en vrai. Et le lendemain, j'ai rencontré une maman qui était enceinte et je lui ai proposé. Et en fait, tout s'est enchaîné et maintenant, c'est une des choses que je pratique. C'est une de mes pratiques professionnelles, c'est vraiment d'accompagner les gens avec ma musique. Et du coup, c'est un des beaux cadeaux qui m'a été transmis de Mongolie. Donc le choc a été assez brutal, le choc des cultures et aussi de ce qui a été le plus dur, je pense, c'était d'avoir vécu des choses aussi fortes et de pas forcément pouvoir en parler autour de moi, pas parce que les gens voudraient pas m'écouter ou seraient pas en accord avec ces croyances, mais simplement que c'était tellement intime, personnel ce que j'ai vécu que j'arriverais même pas à le mettre en mots. Et donc je te remercie aussi d'ouvrir la parole dessus parce que là je transmets des choses qui sont riches pour moi et qui ont vraiment de l'importance, sans raconter vraiment tous les bouleversements intérieurs que j'ai pu vivre là-bas. Bien sûr. Pareil, c'est non seulement c'est intime, mais en plus c'est inexplicable, c'est de l'ordre de notre ressenti personnel. Mais tu me permets quand même d'exprimer une réalité qui a été très importante pour moi et que je souhaite à chacun de vivre.
de la présence, de la rencontre avec soi, du partage et de l'humilité. Et l'humilité, pour moi, c'est être à sa juste place. Et ça me fait très plaisir justement que tu me dises ça, parce que souvent les personnes qui interviennent dans mes podcasts, ils me disent tous un peu cette phrase en mode merci parce que ça m'a replongé dans mon voyage et ça m'a fait me souvenir de choses que j'avais oubliées, peut-être de certains détails. Et en fait, je te comprends tout à fait sur le fait que raconter son voyage souvent à ses proches, parce que souvent quand on revient d'un voyage, vu que t'en as parlé beaucoup avant de partir, tes proches, ils te demandent comment ça s'est passé et tout. Et en fait, moi, je sais que là, ça fait 2 fois que j'enregistre un épisode de podcast sur la semaine que j'ai vécue dans un monastère bouddhiste. Et ça fait 2 fois que je décide de ne pas publier cet épisode parce que je trouve que c'est tellement réducteur par rapport à la transformation qui s'est passée lors de ce voyage, parce que c'est des voyages, dès qu'on touche au monde du subtil et de la transformation, de la reconnexion à soi, je trouve qu'il y a vraiment ce fait de tout ce que tu vas dire sur ce voyage, ce sera forcément réducteur par rapport à ce qui s'est vraiment passé et ce que toi t'as ressenti. Mais en tout cas, je te remercie parce que je trouve que dans tout ce que tu m'as dit là depuis le début, et je pense que les auditeurs seront sûrement d'accord avec ça, tu as retransmis de manière très... Enfin, je peux pas dire juste parce que je ne sais pas la vérité, mais tu as retransmis vraiment d'une belle manière et d'une manière pas du tout... comment dire, pas du tout je vous apprends comment ça se passe, voilà, c'était comme ça, enfin tu vois ce que je veux dire. Oui, j'ai parlé avec mon cœur en fait, vraiment, parce que c'est important. Alors merci beaucoup pour cette sincérité en tout cas. Merci à toi. Et puis oui, je te rejoins sur le fait que à partir du moment où on délivre et on met des mots, déjà ça sort de nous. Donc c'est plus notre petit cocon et notre petit monde intérieur, mais ça devient aussi un peu l'aventure de l'autre. Et c'est ça qui est beau dans les échanges. Et c'est ça qui peut être aussi challengeant quand on vient de vivre un beau voyage qui est intense et qui nous remue autant, parce qu'on a besoin de prendre le temps de maturer ça en nous avant de pouvoir en parler et faire de cette aventure l'aventure de l'autre. Exactement. Pour terminer ce podcast, j'avais envie de te demander, bon, c'est un truc un peu fun pour redescendre en douceur. Vu que la Mongolie, c'est quand même une destination, comme on en a parlé au début, qui est assez méconnue et connue à la fois. Est-ce que tu peux nous dire 3 anecdotes marrantes ou pas, enfin voilà, 3 chocs culturels que tu as rencontrés, mais ça peut vraiment être des détails du quotidien au niveau, je sais pas, de la nourriture, de la vie quotidienne, tout ça. Là, la première chose à laquelle je pense, c'est qu'ils mangent tout le temps du mouton. Et que, moi, j'étais pas végétarienne, mais on peut pas dire que je mange beaucoup de viande, et surtout que j'ai l'habitude de manger du mouton. Et quand on était dans les steppes, on avait rien à dire sur les repas, c'était comme ça, c'était génial d'ailleurs. Mais on mangeait du mouton matin, midi et soir, et on n'en pouvait plus. Il y avait ce truc-là où vraiment, eux, en fait, ils mangent énormément de viande, ils boivent beaucoup d'alcool, c'est un pays où il y a beaucoup d'alcoolisme, et ils mangent très très peu de légumes. Donc c'est vrai qu'au bout de 3 semaines, on sentait qu'on en avait un peu... Enfin voilà, on avait l'impression de vivre mouton, de manger mouton, de respirer mouton. Ok. Donc, il y avait ce premier truc-là auquel je pense. Après, il y avait aussi que... Je me souviens que malgré la barrière de la langue, on a eu vraiment des fous rires, notamment avec le chauffeur le conducteur de 4x4 qui nous emmenait sur le camp, parce qu'on connaissait 3 mots, mais qu'avec 3 mots, en fait, on faisait vraiment du comique de répétition. Et que, en fait, après, on partait en fou rire à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui disait quelque chose. Et c'était fou de voir qu'il n'y a pas besoin d'énormément pour avoir de l'humour et de la connexion. Et que, avec 3 mots et avec juste, le non-verbal, le paraverbal et puis les petits regards, on crée vraiment des belles connexions. Donc ça, c'était complètement super. Une anecdote. Moi, je me souviens que ce que j'ai vraiment adoré, c'est qu'il y avait plein de petites... C'est comme des petits écureuils de terre là-bas, mais partout. Ça s'appelle des tsorung. En mongol, on dit tsorung.
Et c'est comme des petites marmottes, quoi. Mais c'est trop mignon. Et en fait, Oh, elles sont hyper vives. Et donc, dans les steppes, on en voit tout le temps, mais on peut pas les approcher. Et du coup, pas avoir leur petite bouille. Et nous, on s'amuse vraiment à essayer de se planquer pour les surprendre, mais elles sont 10 fois plus fortes que nous, donc voilà. Mais la connexion avec les animaux, c'était vraiment une des choses que j'ai le plus aimé et qui m'a beaucoup ramené dans la joie. Parce que quand on vivait des ouais. cérémonies un peu difficiles, par exemple, Mhm. ben, après j'allais voir des petits chiots que j'avais trouvés dans les steppes qui étaient un peu abandonnés. Et enfin, je me roulais juste dans la terre avec eux et c'était magnifique. Ou des chevaux qu'on essayait d'approcher qui sont extrêmement sauvages. Donc c'est pas comme ici pour les toucher, il faut avoir beaucoup de patience. Oui, Mais ça, c'était vraiment aussi un choc culturel qui a été source de beaucoup de joie. bah c'est incroyable et c'est vrai que le rapport aux animaux, surtout quand tu vis des choses émotionnellement chargées, on va dire, c'est vrai que les animaux, ils ont ce don d'apaiser, je trouve. Oui. Ah oui, vraiment. Et de ramener à quelque chose de simple, en fait. Parce que eux, ils vivent simplement. Ils se posent peut-être pas autant de questions que nous. C'est vrai. Donc Eh voilà. bien, écoute, Angèle, je te remercie. Est-ce que tu as, je sais pas, une dernière chose à dire? Là, comme ça, non, je vois pas d'autre chose que je voulais exprimer. À part, Eh bien, vraiment encore merci d'avoir ouvert cet espace et eh bien, très écoute, heureuse de t'avoir rencontré un petit peu à travers cet échange-là. Et merci aussi de tout ce que tu partages au quotidien à travers Instant Simple parce que moi, ça a fait beaucoup de résonance et que c'est vraiment pour ça que je te suis. Je trouve que c'est très chouette, très authentique, très vivant et ta personnalité a l'air de l'être tout autant. Donc voilà, oh, bah, merci pour je te remercie. Et puis, de toute façon, bah, on est toutes les deux à la montagne, on est toutes les deux enfin, pas très loin. Moi, je suis pas très très loin d'Annecy, je suis à 1 heure et demie. Donc, au plaisir, en tout cas, de se rencontrer in real life oui. à l'occasion. Et merci pour ton temps, du coup, et merci pour ce bel épisode, en tout cas, qui m'a beaucoup plu. Et je pense qu'il va plaire aussi aux auditeurs. Merci à toi, Angèle. Merci.